Donc, bienvenue à l'apéro des carreaux spécial Franck Tillier qui a deux actus. Alors du coup, moi, j'ai pas la bonne couverture, je la montre quand même. C'était les épreuves, mais Franck va nous montrer il est là. De 1991, voilà, qui est en librairie depuis quelques jours, ainsi que Il était deux fois, qui vient de sortir chez Pocket, en poche donc, le précédent. Alors, on démarre toujours en demandant à notre invité comment il est arrivé à l'écriture. Est-ce que tu peux nous faire ton petit CV rapidement? Alors, ça va bientôt faire 20 ans. Le temps passe, on n'est pas en 91, mais presque, au début des années 2000. Alors moi, à la base, je suis plutôt scientifique, ingénieur en informatique. J'ai travaillé 10 ans en entreprise et puis j'ai commencé à écrire en fait au début des années 2000, donc en ayant ce métier d'ingénieur, mais voilà, en essayant comme beaucoup de romanciers, je pense, en ayant une activité à côté, puis d'essayer de commencer à raconter des histoires, parce que j'ai toujours aimé ça, parce que j'adorais comme raconter des histoires et j'ai eu à un moment donné envie d'en raconter moi-même. Donc je me suis mis à écrire dès que j'ai eu un peu de temps, donc voilà, en ayant une activité principale, mais un peu le soir, le midi, n'importe quand. En fait, dès que j'avais la possibilité, j'ai écrit et j'ai fait ça pendant 3-4 ans, vraiment. J'ai écrit 3 livres et demi en menant les deux activités. Et puis après, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de choisir, quoi, soit de continuer à écrire ou de continuer à mon activité d'ingénieur. Et j'ai basculé vers le monde obscur de l'écriture. Et voilà, depuis ce temps-là, je passe mes journées à faire peur aux gens, donc c'est plutôt sympathique. Pour notre plus grand plaisir. Oui. Alors, on va parler de 1991, bien sûr, qui sort au moment où on continue à être en période Covid. Du coup, tu nous donnes une bouffée d'oxygène à faire ce bond en arrière de 30 ans. Tu l'expliques à la fin de ce livre que finalement, tu avais déjà l'idée de raconter les premiers pas de ton héros Charcot. Finalement, c'est bien tombé puisque on s'est retrouvé dans cette période de pandémie et du coup, ça t'a aéré la tête de rebasculer dans le passé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu mieux que ce que je viens de faire? Non, mais c'était très bien. Heureusement, t'as pas révélé la fin. C'est juste une note de fin parce que je pense que les gens, quand ils ont entendu, je vais raconter non, la fin. Non, alors c'est un heureux hasard en fait parce que alors la dernière histoire que j'avais écrite avec Charcot, c'était Lucas en 2018. 2019, et qui était très technologique en fait, avec qui était très dans l'air du temps, très moderne. Et j'ai écrit Il était deux fois entre deux, et puis après, en général, comme j'alterne, c'était le moment d'écrire un nouveau, en tout cas de réfléchir à un nouveau Charcot. Et j'ai eu cette idée de me dire, tiens, pourquoi ne pas raconter les débuts de Charcot? Alors, il y a plusieurs raisons, on va dire. La première, c'est qu'en fait, dans Lucas, Charcot, il commence un peu à vieillir. Et il était toujours, évidemment, le héros du livre, mais un peu en retrait par rapport à tel que les gens l'ont connu, plus jeune, quoi, en train d'en faire pour Ange Rouge ou d'autres romans. Donc voilà, j'avais ça en tête. Il y a autre chose aussi. Lucas avait été très technologique et en fait, c'était génial de l'écrire, mais ça m'ennuie un peu en tant que romancier. Je pense que, tous ceux qui écrivent des polars avec une police d'aujourd'hui très réaliste, on est un peu embêté par ça, c'est-à-dire tout ce qui est utilisation des téléphones portables, d'internet, de cette incursion de toutes les technologies dans les enquêtes policières, ce qui est génial pour les policiers, mais ce qui est beaucoup moins romanesque en fait pour nous les romanciers. Parce qu'il faut le gérer, en fait, c'est-à-dire quand il y a une arrivée sur une scène de crime, quand il y a un début d'enquête, il faut gérer toute cette partie, de se dire mais voilà, on va fouiller dans le portable, on va fouiller dans l'internet, et c'est presque impossible qu'il n'y ait pas de traces là-dedans. Donc quelque part, nous on est obligé de faire avec. Et moi, ça
ça m'ennuie un peu. J'essaye toujours d'évacuer ça pour pouvoir passer à des choses plus romanesques. Et donc ça, c'est la deuxième raison. En fait, je me suis dit, mais revenir dans le passé et parler des débuts de Charcot, ça me permet de me débarrasser entre guillemets de toute cette nouvelle technologie. Et donc, je parlais de heureux hasard parce que j'ai eu l'idée de 1991 en octobre 2019. Et en fait, la pandémie de Covid, tout ça, ça a démarré vers janvier, février, et puis on a eu le confinement en mars 2020. Et donc, pendant le confinement, moi, j'étais dans l'écriture de 1991. Et en fait, ça m'a fait un bien fou, c'est-à-dire de chaque matin de me plonger 30 ans en arrière, alors qu'il se passait ce qui se passait à ce moment-là, c'est-à-dire ce virus dont on ne connaissait rien et qui faisait peur à tout le monde. Et donc, j'étais dans une espèce de bulle protectrice, qui était celle d'il y a 30 ans. Donc, je le fais jamais, mes livres se passent toujours aujourd'hui. Et donc, quelque part, c'est pour ça, il y a eu peut-être une espèce de feeling que c'est tombé à ce moment-là. Donc, c'était le bon moment pour moi. Et puis, même aujourd'hui, peut-être pour les lecteurs qui pareil, vont pouvoir aussi s'évader justement à travers cette histoire, de quitter un peu cette ambiance qui est toujours la même, celle du Covid, même si en ce moment ça va un petit peu un peu mieux. Mais voilà, on fait un petit bond dans le temps et ça fait du bien. T'as fait un 2 ans, en fait, t'as répondu à tes lecteurs qui te réclamaient les débuts de Charcot. Et oui. Puis, en même temps, c'est vrai que, comme tu dis, tu nous donnes une espèce de bulle de respiration à repartir en 91. Donc, c'est vrai que c'est un 2 en 1 réussi. Oui, en plus, c'est vrai que Charcot, en fait, on le connaît très bien entre Train d'enfer pour Ange Rouge, donc 2003, 2004, et puis aujourd'hui, c'est-à-dire on l'a connu à 43 ans, 44, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les lecteurs le connaissent très bien sur cette période-là. On a vieilli avec lui, on a grandi avec lui, mais finalement, avant ça, alors il y avait quelques bribes dans les romans, on savait plus ou moins qu'il venait du Nord, où il avait rencontré sa femme, il y avait des petits éléments comme ça à droite à gauche, mais c'était imprécis, quoi. On savait pas pourquoi il était flic, pourquoi cette obsession dans son métier, et donc c'était un moyen aussi de répondre pour moi-même à ces questions-là, dont certaines m'étaient inconnues. C'est quand même ce qui est extraordinaire, c'est-à-dire c'est un personnage que je connais depuis 15 ans et avec lequel j'écris des histoires, mais il y avait plein de trous dans sa vie que je n'avais pas comblé parce que en fait j'avais jamais fait de fiche de Charcot. Quand je l'ai créé comme ça, en fait, un peu comme ça, avec l'image que j'avais du héros policier. Et en fait, j'ai jamais dit je vais faire une fiche. Et en fait, donc j'ai continué à écrire, mais sans avoir les origines du personnage. Donc là, j'ai vraiment dû tout mettre à plat. Je me suis même refarci la plupart de mes bouquins pour c'est quand même pour trouver tous les parce que il y avait des dates en fait dans certains livres, des années de crime, il disait voilà, j'ai 15 ans de crime, et puis après plus loin dans un autre livre, il disait j'ai 17 ans de police, enfin des trucs comme ça. Et donc j'ai dû jongler avec toutes ces données pour avoir la bonne date en fait et les bons critères. Et ça marche bien, elle a bien 30 ans en 1991. Mais c'était pas si simple que ça au départ de trouver étrangement la bonne date pour la bonne histoire. Alors on a deux objectifs ce soir, c'est de ne pas révéler la fin de 1991 et de ne pas trop en dire non plus sur Charcot parce que tout le monde n'a pas forcément lu toutes les enquêtes. Oui. Là c'est vrai que c'est les gens demandent toujours par lequel commencer. On saura par lequel commencer, c'est bien celui-là, puisque c'est. J'avais même vu un commentaire très amusant sur Internet de personnes qui disaient est-ce qu'il faut avoir lu toutes les enquêtes de Charcot pour lire 1991 ? J'aurais tendance à dire non parce que puisque. Moi, je pense que si. Voilà. C'est vrai ? Je sais pas parler.
Oui, non, parce qu'en fait, c'est vraiment c'est comme si on découvrait le personnage 30 ans en arrière, c'est-à-dire que ce qui se passe dans le futur, c'est-à-dire finalement, dans le futur par rapport à 1991, ça n'influe pas sur le Charcot de 1991, et donc il n'y a pas besoin d'avoir lu les autres, en fait. 1991, c'est la découverte du personnage, c'est les origines. La genèse. Pour les gens qui connaissent le destin de Charcot, ben voilà, ils connaissent son futur, donc ils vont le découvrir plus jeune. Et puis ceux qui le connaissent pas, c'est la porte d'entrée vers son univers, en fait. Et voilà, c'est une bonne porte pour aborder le personnage. Alors de quoi ça parle, 1991? Faut peut-être quand même qu'on le pitch, ce roman. Oui, c'est un roman d'amour extraordinaire. Non, alors c'est... en fait, c'est vraiment la première enquête du personnage. Enfin, la première enquête au 36 quai des Orfèvres. Au début du roman, il vient d'arriver. C'est un bleu. C'est un bleu, ouais. C'est le numéro 6 du groupe, parce que les groupes crimes, en fait, en général, sont à 5 ou 6. Donc, il est vraiment le dernier. Hein. Les tout nouveaux arrivés sont les derniers de groupe. Donc, il est un peu cantonné aux basses besognes. Et donc, on le met au début, son équipe le met sur des dossiers irrésolus, sur lesquels ils se sont cassés les dents. Donc, il se retrouve au sous-sol, parmi les archives, à fouiller dans des milliers de pages de procédures pour voir si, parmi toutes ces procédures, d'une enquête qui s'appelle les disparus du Sud parisien, qui est une enquête irrésolue récente, s'il n'y a pas des indices à côté duquel seraient passés ses collègues. Donc voilà, c'est un travail très, très administratif, très statique. Et un jour, en quittant ses archives très tard le soir, il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là et qui se jette sur lui, entre guillemets, qui lui remet une photo entre les mains en disant, voilà, est-ce que vous êtes policier? Oui. On m'a envoyé cette photo de manière anonyme, enfin presque ça, je résume, mais et sur la photo, il y a une scène de crime et derrière, il y a une adresse. Et donc, c'est de cette manière-là que Charcot va se retrouver impliqué en première ligne, en tout cas, d'une seconde affaire, hein, parce qu'il enquête sur les disparus. Ça, c'est la première affaire, un peu en tâche de fond, on va dire. Et l'affaire qui se déroule en temps réel avec cette histoire de photo et qui va lancer qui va démarrer par une scène de crime et qui va lancer l'enquête qu'on va suivre tout au long du roman. Alors, on lit toujours quelques extraits pendant nos apéros. Tu as accepté de bien vouloir lire. Donc là, on va faire un seul extrait un petit peu plus long de 1991 et un de Il était deux fois. Est-ce qu'on lance l'extrait, Caro? Oui, carrément. Du coup, c'est la première autopsie à laquelle est convié Charcot. Et voilà, c'est ce passage-là qu'on a choisi. On va mettre le visuel, du coup, en ligne pour que les gens puissent suivre. Et alors, c'est sur 2 pages, hein, à l'écran. Ouais, ça marche. Et donc, c'est moi qui lis, en fait. C'est toi. On te laisse lire. Ah, c'est moi. Alors, j'ai noté là, parce que moi, c'est en tout petit sur mon téléphone, donc je vais lire. Hop là. Alors, le teint cireux, c'est où ça? Tac, tac. Ah oui. Alors, je lis. Hein, alors, c'est un passage très sympathique. On y va. Le teint cireux, Franck s'excusa et sortit. Il se perdit dans les couloirs, plein de rage, de colère, avec l'envie de fracasser toutes ses portes devant lui. Quel humain était préparé à voir un semblable se faire désosser comme une vulgaire voiture dans une casse? Il s'était attendu à ce que ce soit difficile, mais pas à ce point-là. Le glaive le rejoignit à l'accueil 1h30 plus tard, les traits tirés et l'œil brillant. Il était près de 22 heures. « Je suis désolé si, fit Charcot. D'un geste, Guichard le coupa et l'invita à l'accompagner à l'extérieur. Là, il lui tendit une cigarette ainsi qu'un briquet Zippo en argent. « Je ne fume pas, lança Charcot pour décliner. Allume-la moi juste. C'est pour éviter que ma moustache prenne feu avec l'essence. » Franck s'exécuta. Le goût du tabac libéra une étrange sensation dans sa gorge. Son coéquipier savoura ensuite une bouffée, les yeux mi-clos. « Elle est morte de ses hémorragies, dit-il. Pas de strangulation, de fracture au crâne, rien. Ce salopard l'a sans doute droguée, il l'a cramée aux endroits les plus sensibles et l'a laissé se vider de son sang. » Il souffla de la fumée sur son costume pour atténuer les odeurs de mort et marcha jusqu'au parking. « Ce
que tu as vu là-dedans ce soir, c'est la vérité crue, Charcot. Pas de fard, pas de maquillage. C'est la mise à nu du monde dans lequel on vit. Tout cela existe bel et bien et nous, on est en première ligne. Au-dessus d'eux, la silhouette d'une rame de métro disparaissait dans la courbe des rails. Derrière, les lumières d'une péniche amarrée au quai dansaient à la surface de la Seine. Cette ville ne dort jamais, pensa Franck. T'as raison de regarder, déclara Glichard en fixant à son tour le fleuve et la gare d'Austerlitz sur l'autre rive. Ils sont tous là quelque part. Ceux qui violent et tuent déambulent dans les mêmes rues que nous, bien intégrés à la population. Ils sortent leurs poubelles, saluent leurs voisins. Certains ont des femmes, des gosses, faut s'y faire. Dis-toi toujours qu'il n'est pas impossible que tu les croises en te baladant ou en allant chercher ton pain. Et tout ça n'ira pas en s'arrangeant. Il soupira. L'espace d'un instant, Charcot vit la lassitude alourdir son visage. Rentre chez toi, va te coucher. Peu probable que tu arrives à dormir, mais c'est quand même. Tu ne tiendras pas sinon. Comment vous faites, vous tous, pour supporter tout ça? On ne supporte pas, on vit avec. Au fil de ta carrière, tu verras des mecs exploser en plein vol. Tu en feras peut-être même partie. C'est comme ça. On a un métier qui fait vieillir plus vite que les autres. À demain. Ils se serrèrent la main. Avant que Franck atteigne sa voiture, Glichard l'interpella une dernière fois. Ça aurait pas été logique que tu restes jusqu'au bout. Crois-moi, ça nous rassure tous de savoir que t'es un type normal. On ne veut pas de psychopathe dans le service. On en a déjà assez à traquer. Voilà, mise en ambiance. Alors moi, ce que j'aime dans ce livre, c'est justement le côté émouvant de Charcot qui démarre dans ce métier. On l'a connu pas blasé, mais c'est vrai qu'habitué à tout ça, aux scènes de crime, aux autopsies. Et là, du coup, on le découvre d'autant plus humain qu'effectivement, cette scène, elle est dure parce que oui. On est habitué en tant que lecteur de polar, c'est vrai qu'on se dit voilà, c'est une scène normale dans la vie d'un flic, mais il y a la première autopsie d'un flic qui doit être quand même un moment inoubliable. Oui, bah c'est un peu ce que je voulais retranscrire. Alors là, on a épargné l'autopsie, les lecteurs la découvriront. Bah oui. De même, d'ailleurs, il y a un petit truc avec la moustache. En fait, c'est des anecdotes de flics, c'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui a le surnom Le Glaive demande à Charcot de allumer la cigarette parce qu'il a peur que sa moustache prenne feu. Parce qu'en fait, lui-même, donc ce Glaive qui est quand même un flic habitué, imprègne sa moustache d'essence pour pas sentir en fait les odeurs de l'autopsie. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont la réalité en fait, c'est-à-dire que c'est un passage extrêmement compliqué dans le parcours d'un policier que d'assister à une autopsie, mais obligatoire. Et pour Charcot, en fait là il est tard, c'est un peu son baptême du feu, c'est-à-dire que un flic qui débute et qui découvre une scène de crime comme lui, en tout cas qui mène une première enquête criminelle, c'est un long tunnel qui dure 24 heures quoi, au départ, puisqu'en plus là il découvre le corps la nuit, et en fait ça veut dire que jusque la nuit suivante il dort pas quoi, enfin il est hors de question d'aller se coucher, donc ça peut durer 30 heures et il y a la scène de crime, il y a les papiers, et puis il y a cette fameuse autopsie qui arrive un peu en fin de parcours. Charcot est pas encore allé se coucher, c'est le dernier truc qu'il est obligé de faire, et son chef lui a dit bah voilà, si tu passes cette étape-là, bah tu pourras tu pourras continuer, mais c'est quelque chose d'obligé. On fait pas ça par plaisir, mais on fait ça par souci de vérité. Et en fait, c'est ça la réalité du métier de policier aussi. J'ai voulu retranscrire dans le livre. Il y a des petites répliques où justement le flic plus aguerri dit bah tu verras. Ce métier, c'est un métier de violence, c'est un métier où tous les jours tu seras confronté à des choses comme ça parce que on est là pour ça. Et donc Charcot quelque part lui qui idéalisait ce métier, parce qu'il arrive au 36, pour lui c'est lui qui vient du Nord, c'est génial, il se dit c'est incroyable, mais en fait le 36 c'est ça quoi, c'est ce que j'ai voulu retranscrire dès le début dans le livre, c'est que ça va pas être rigolo tous les jours pour Charcot.
Et tu parlais de vérité. Effectivement, je trouve que ce qui est très bien fait, c'est qu'il y a plein de petites choses qui justement font penser à une histoire vraie. Comment tu as fait pour te replonger dans la police des années 90, pour te documenter? Oui, alors ça, il faut demander à Hervé Jourdain. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est un auteur de polar qui est un copain aussi, mais qui était flic au 36 en 91 et il débutait en fait. Donc, quand j'ai pensé à cette histoire, je l'ai contacté. Je lui ai dit en 91, t'étais pas déjà, et ça tombait bien, il y était. Donc, il m'a ressorti un peu les vieux souvenirs qu'il avait de l'époque, d'autres policiers aussi qui m'ont aidé, et puis beaucoup de lectures de livres de cette époque-là aussi. Alors il y en a beaucoup, l'histoire du 36, les grandes affaires criminelles, les trucs un peu de faits divers, quoi, enfin qui sont tous sortis sous forme de livres, des grandes affaires de l'époque. Alors par exemple 91, c'est autour de l'affaire Guy Georges aussi. On est dans cette époque-là. C'est ce genre d'affaires que gère le 36 à l'époque, et donc il y a vraiment beaucoup de lectures qui retranscrivent pas mal l'atmosphère de ce qu'était la police il y a 30 ans. Donc ça, c'était vraiment intéressant, et une période intéressante 91 parce que de transition en fait, c'est-à-dire que la police fonctionne encore à l'ancienne, hein, les ordinateurs, je le dis dans le roman, ils sont là, mais ils sont dans des cartons, personne ne veut les utiliser. On préfère les vieilles méthodes, mais en même temps, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que ça arrive. Il y a des ordres qui disent, voilà, il va falloir utiliser les ordis, les fichiers, vous laissez tomber les machines à écrire et utiliser d'autres choses. Et avec un début de science, quoi, alors de la science, il y en avait déjà, hein, ce n'est pas non plus la préhistoire, quoi, mais par exemple l'ADN, quoi, on en est à. Mais c'est les tout débuts en fait. Ouais, alors l'ADN on connaissait, hein, puisque ça a été découvert dans les années 50, mais pas dans ce but-là, c'est-à-dire que l'utilisation de l'ADN à destination des enquêtes criminelles, on s'est dit ouais, tiens, si on l'utilisait. Et donc là, en 91, on commence à l'utiliser et à pouvoir dire, par exemple, est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est-à-dire, on est capable de dire ces choses-là, alors que 2-3 ans avant, tout ce qu'on pouvait déduire d'une goutte de sang qu'on retrouvait sur une scène de crime, c'était le groupe sanguin de la personne. Donc, s'il était A+, ça faisait, je sais plus quel pourcentage, mais 40% de la population, donc ça éliminait pas grand monde. Mais voilà, on en est à ces moments-là. Donc une période très intéressante. Et puis on en est encore quasiment à des recherches manuelles, ce qui est impressionnant, des criminels, c'est-à-dire comme il n'y a pas de fichiers. Alors les fichiers existent, mais on est encore en train de c'est pas partout, donc ils vont encore dans les vieilles fiches qui sont stockées dans les locaux spécialisés où il y a des dizaines ou voire des centaines de milliers de fiches cartonnées de criminels, en fait, rangées par ordre alphabétique, etc., etc. Ils les parcourent une à une pour, voilà. Donc, on en est à cette époque-là. Donc ça, c'était vraiment intéressant aussi de se replonger dans ces méthodes plus anciennes où il y avait moins la notion d'instantanéité, où c'était beaucoup plus lent, mais ça fonctionnait quand même. C'est-à-dire les rythmes étaient différents. C'est ce que j'allais dire, c'est parce que tout paraît archaïque alors qu'on parle d'il y a 30 ans et comme tu dis, les enquêtes arrivaient quand même à être... on arrivait à résoudre les enquêtes malgré tout, mais c'est vrai qu'on a l'impression, le fait de rebasculer en 1991, que c'était un peu dingue la manière de. Ouais. On avait peu de choses en fait pour. Oui, en fait, on le voit bien. On le voit bien avec les téléphones portables. Je pense que c'est et Internet. Ouais, je voulais dire. La scène où il court, il est en recherche d'une cabine téléphonique. Ouais, c'est ça. Peut-être pas à ceux qui étaient pas nés en 91, hein, mais. Ouais, mais c'est ça. Alors ça, j'ai trouvé ça super rigolo à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une scène de crime au début, hein, ce qu'il y a derrière, sur cette fameuse photo. Donc Charcot y va, et puis c'est une maison isolée dans les bois, et il découvre le corps. Et en fait, la fin de chapitre. Alors vous savez, dans les thrillers, on a des fins où on doit avoir un rebondissement, enfin, c'est-à-dire quelque chose qui donne
qui surprend le lecteur et voilà, qui dit waouh, c'est incroyable. Et en fait, la fin du chapitre, c'est Charcot qui dit je dois trouver une cabine téléphonique. Et c'est ça le gros rebondissement du truc, c'est-à-dire que mais ça fonctionne parce que en fait, quand on est lecteur, ça finit comme ça. Il vient de trouver un cadavre, il peut appeler personne, il faut qu'il trouve une cabine téléphonique. Et on se dit, mais même nous, enfin, qui avons connu cette époque, mais surtout les jeunes aussi qui n'ont pas du tout connu, ils se disent, mais ouais, comment ils faisaient, quoi? C'est-à-dire, il n'y avait pas de portable, bah oui, il fallait trouver un endroit pour téléphoner. Et donc, cette chose-là qui est complètement banale, en fait, en 91, parce que eux, c'est leur monde et ils se posent même pas la question, ça devient un élément, je dirais, super intriguant où on se dit, bah ouais, c'est vrai, ça fonctionnait comme ça. Et bah justement, quand il y a l'adresse derrière cette fameuse photo et que Charcot doit y aller, bah, il n'y a pas de GPS, donc il est obligé de prendre une carte. Il arrive dans un petit village, c'est un nom de rue derrière la photo, donc il doit aller trouver le plan de la mairie qu'on trouve derrière les plexiglas là sur les places des mairies, puis repérer la rue pour y aller, quoi. Il n'y avait pas de GPS. Et ça, c'était vraiment jouissif. Je me suis beaucoup amusé avec ça. C'est génial et c'est beaucoup plus romanesque. Bah ouais, parce qu'on peut encore se perdre. Il n'y a pas besoin de trouver l'excuse de dire il n'y a pas de réseau. Aujourd'hui, un romancier va veut que son personnage se perd et dans une forêt, il va marquer il n'y a pas de réseau. Tous les lecteurs vont dire ils se moquent de nous, il y a du réseau partout, c'est une grosse astuce. Alors qu'en fait, bah voilà, à cette époque-là, on se pose pas la question. Et donc voilà, c'était beaucoup plus amusant à écrire. Et d'ailleurs, je me demandais, Franck, tu as des lecteurs de toute génération. Ton livre est sorti il n'y a pas très longtemps, donc tu n'as peut-être pas encore eu beaucoup de retours de jeunes lecteurs, mais est-ce que tu sais ce qu'ils en pensent déjà? Donc de se replonger dans une époque qu'ils connaissent même pas, peut-être? Oui, bah je regarde un peu. Il y en a plein qui sont nés en 1991. Il y en a sûrement d'autres nés à d'autres dates aussi, il n'y a pas de raison. Mais ouais, c'est super rigolo parce que ils sont pas connus, hein, c'était leur naissance, donc après je pense que leurs parents ont connu, donc ils sont plus ou moins conscients de ce que était cette période, mais c'est encore plus décalé. Mais c'est vrai que j'ai vu des petits avis sur internet, mais je suis assez curieux effectivement de voir comment ils le perçoivent, le livre. Est-ce qu'ils avaient cette image-là de l'époque, ou est-ce que c'est complètement différent par rapport à l'image qu'ils en avaient, comme nous à l'époque, quand on nous parlait des années, j'en sais rien, 50, 60, on se disait mais c'est un autre siècle. Donc voilà, ça serait intéressant de savoir. D'ailleurs, on avait lancé un petit jeu pour faire gagner l'exemplaire poche d'Il était deux fois. Et on avait demandé aux gens de poster une photo d'eux en 1991, et on a eu pas mal de gens qui disaient, moi, j'étais pas née. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont joué le jeu, qui ont posté des photos improvisées en 1991, et c'était assez rigolo, en fait. Il y a des auteurs qui l'ont fait également. Est-ce que tu l'as vu passer, ce petit concours personnel lancé par Caro, Franck, sur les réseaux? Ouais, mais j'ai trouvé ça génial, et que les gens jouent le jeu, et puis je pense que on prend vraiment du plaisir à se replonger un peu dans ses souvenirs. Moi, pour moi, ça a été, c'est une période de nostalgie, là. C'était il y a 30 ans, j'avais 18 ans, donc c'est toute ma jeunesse, en fait. Donc de se dire, voilà, les Walkman, les cabines, le Minitel, moi, j'ai découvert. J'ai découvert mes résultats du bac par Minitel. Et je crois que c'était la première année où ils le faisaient. C'est-à-dire, on n'avait plus besoin d'aller de se déplacer. Et puis en plus, ça s'affichait ligne par ligne, donc c'était le gros suspense. Et donc ça, mais je pense que ça fait toujours du bien d'avoir une occasion d'aller fouiller dans ses souvenirs, parce que on se rend compte que le temps passe vite. Par exemple, moi, on en a beaucoup parlé ces derniers temps de la mort de Gainsbourg. Ça fait 30 ans. Mais en fait, moi, quand j'ai fait mes recherches pour 91, j'ai découvert que la mort de Gainsbourg était cette année-là. Et en fait, dans ma tête, c'était beaucoup plus tard. C'est-à-dire, quand je me suis dit, ça fait déjà 30 ans qu'il est mort,
je me suis dit, mais c'est super loin. Enfin, ça passe vite, en fait. En général, ça nous fait toujours cet effet-là, quand on discute de choses passées avec les gens. Ou des fois, on pense que ça a eu lieu il y a 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, et alors qu'en fait, ça fait 20 ans. Comme Le Silence des agneaux, qui est un de mes films cultes, il est sorti en 91, quoi. Et on dirait pas, moi, on pourrait penser que c'est un film des années 2000, en fait, alors que non, il a 30 ans, quoi. Ouais, donc, tu nous fiches un sacré coup de vieux, en fait. Ouais, on se prend quand même quelques années. Alors, du coup, 19h31, moi, je propose qu'on parle un petit peu d'Il était deux fois, qui vient de sortir en poche chez Pocket. Alors, du coup, tu nous racontais tout à l'heure que tu faisais toujours un charcot à one shot, sauf que là, du coup, ton dernier charcot, c'était Lucas. Il y a eu le manuscrit inachevé et il y a eu Il était deux fois. Oui. Qui ont tous les deux un lien. Et alors là, t'es plus romancier, t'es magicien. Là, t'as fait quelque chose d'assez incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse d'Il était deux fois? Oui. Oui, il y a plusieurs choses par rapport à ce livre. Alors, il y a l'histoire en elle-même, c'est-à-dire que, en fait, pour les one-shots plus particulièrement, je cherche toujours des idées très fortes de démarrage, en fait, qui sont très intrigantes et qui sont, en 2-3 phrases, l'idée, tu te dis, ça va être sympa comme lecture. Différent des charcots, parce qu'en fait, les charcots, c'est la structure du roman policier à l'état pur, c'est-à-dire une enquête, en fait, une enquête de police judiciaire, donc qui forcément suit un certain schéma, un crime, des enquêteurs qui arrivent, etc. Donc il y a quelque chose de on peut écrire ce qu'on veut dans une enquête policière à la Charcot, mais il y a toujours une structure, en fait, qu'il faut suivre pour être cohérent. Alors qu'en fait, les one-shots, c'est vraiment libre. Vraiment, tout est ouvert. Et Il était deux fois, c'est vrai que cette idée qui a été mon idée forte de départ, de dire, voilà, il y a un père qui va rechercher sa fille, qui va s'endormir dans un hôtel et qui va s'y réveiller 12 ans plus tard, en pensant être 12 ans plus tôt, en ayant un trou de mémoire énorme sur cette période-là. Ça a été l'idée du livre et c'est autour de ça que j'ai construit toute cette histoire. Donc le roman en tant que tel, il est indépendant, mais je dirais qu'il y a un double enjeu, c'est que j'ai réussi à le relier effectivement au manuscrit inachevé. Alors sans révéler, mais c'était prévu dès le départ pas forcément, parce qu'on a l'impression que tu as tout calculé, tout est étudié, enfin tout s'emboîte parfaitement. On se dit mais oui. Alors c'est toujours très difficile à dire parce que en fait dans le manuscrit inachevé, et d'ailleurs les gens l'ont reproché un peu à ce livre en disant la fin c'est bizarre, il y a plein de questions, tout ça. Donc j'avais laissé une fin ouverte comme ça parce que sans savoir que j'écrirais une suite, je me suis dit c'est toujours intéressant de faire ça. Et même sur le début du manuscrit inachevé qui n'avait pas été écrit par il y a cette histoire de prologue en fait où il y a sans rentrer dans le détail, mais le fils qui dit j'ai trouvé un manuscrit dans le grenier et puis vous allez lire le livre de mon père qui est mort, etc. En fait, j'ai eu envie d'écrire ça sans savoir vraiment pourquoi, parce qu'on pouvait très bien avoir le livre sans ça en fait. Plein de gens ont dit le prologue c'est pareil, on pourrait l'enlever, c'est pareil, ça fonctionnerait. Et pourtant je l'ai écrit, donc je me suis dit sans savoir, il y a peut-être un truc. Et en fait quand j'ai réfléchi à Il était deux fois, à un moment donné de ma réflexion est venu le lien. Je me suis dit en fait le truc il est là, le lien il est là. Et donc si on a l'impression que ça s'emboîte comme ça à la perfection, c'est parce que j'ai fonctionné à l'envers, c'est-à-dire quand j'ai eu cette idée de lien, je me suis arrangé pour que tout ce qui est dans Il était deux fois fonctionne avec le manuscrit inachevé. C'est-à-dire j'ai construit l'histoire de Il était deux fois pour qu'elle s'adapte aussi à l'autre. Et donc il y a une imbrication forcément qui fonctionne. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez une pièce de moteur super compliquée qui est la pièce numéro 1 qui a une certaine forme et vous êtes en train de construire une pièce numéro 2 qui n'a rien à voir avec la une, puis à un moment donné vous dites mais si je construisais une pièce qui permet de l'emboîter dans la une et que ça fasse un truc qui fonctionne, en fait vous construisez cette pièce pour qu'elle rentre dans le 1, enfin dans la pièce numéro 1. Donc c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné. Et mais ce qui est bien, c'est que c'est une sorte de diptyque, mais on peut le lire dans n'importe quel ordre et ça c'est assez rigolo quoi.
Il y a des personnes qui réagissent dans le chat et certains, après avoir lu Il était deux fois, ont senti le besoin de relire le manuscrit inachevé. Oui, c'est un truc. Oui, c'est un truc super tordu avec plein de. Mais ça, j'essaie aussi de faire ça dans les one shots, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très jouissif quand on est lecteur de thriller, c'est-à-dire d'avoir cette notion de jeu à l'intérieur même du livre, d'avoir l'histoire évidemment, qui est une histoire, qui est une enquête, qui est ce qu'on veut, mais qu'en plus il y a une espèce de couche supérieure à une deuxième couche, le double effet Kiss Cool, qui je sais plus quelle année c'était Kiss Cool d'ailleurs, peut-être il y en a plein qui connaissent pas. C'était 91. Ouais, peut-être un peu plus tard, mais il faudrait regarder. Mais et ça, les gens adorent en fait, les lecteurs adorent quand il y a de l'imbrication, quand il y a les jeux avec les mots, d'utiliser de plus en plus. Je me dis, en fait, il y a l'histoire qu'on raconte et puis il y a le livre en fait, c'est-à-dire l'histoire qu'on raconte, elle est dans un livre qui est un objet qui est pas pareil qu'un disque, qui est pas pareil qu'une liseuse. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser cet objet livre pour rajouter quelque chose en fait à l'histoire elle-même qui pourrait être sur n'importe quel média en fait. Mais et en fait, je réfléchis à ça à chaque fois dans mes quand je suis sur des one shots, de dire comment je peux utiliser le fait que ce soit des pages qu'on tourne dans un livre qu'on peut déplacer, qu'on peut avoir avec soi, pour rajouter une espèce de couche. J'ai toujours fait ça. T'aimes bien jouer avec tes lecteurs, en fait. Ouais, mais les lecteurs aussi. C'est un vrai jeu du chat et de la souris, en fait. Jeu du chat et de la souris, tour de magie, c'est-à-dire que. Et ça, je m'en suis rendu compte en écrivant 1991, qui est autour de l'univers de la magie aussi, du mentalisme. En creusant ces sujets-là, je me suis rendu compte que le magicien et le romancier faisaient exactement la même chose. C'est le même métier. C'est-à-dire que de la manipulation de spectateurs ou de lecteurs, de connaître ce qu'on veut faire et de le cacher au maximum pour qu'il y ait une révélation finale, d'agiter une main et puis de l'autre main discrètement faire. Et en fait, c'est pareil. Et puis il y a cet acharnement à répéter le tour pour qu'il soit le plus parfait possible. Et en fait, c'est un peu ça aussi dans le roman. Donc il y a un vrai parallélisme. Vraiment, si un jour vous avez l'occasion de voir comment fonctionne la magie, c'est pareil. Donc ça, c'était intéressant aussi sur la création, la manière. Alors ça aussi, c'est un sujet moins dans les charcots peut-être, mais de cette interrogation sur la création, c'est-à-dire pourquoi écrire des livres, comment on fait, pourquoi ce besoin, qu'est-ce qu'une œuvre d'art ou un livre. Enfin, ça aussi, ça qu'est-ce que être romancier, pourquoi on écrit, pourquoi on crée. C'est des sujets aussi qu'on retrouve de manière récurrente dans mes histoires. Alors, on sait que tu fais beaucoup de recherches pour tes livres. Pauline, tout à l'heure, demandait si tu avais fait beaucoup de recherches sur la magie, justement, parce qu'il en est question, justement, dans ces 2 derniers bouquins. Est-ce que tu t'es plongé dans des manuels d'Houdini? Enfin, est-ce que tu... Oui. Émergé dans la magie? D'ailleurs, j'en ai un là. Ça risque de décaler ma pile de livres. Il va y avoir une petite bascule. Hop là. Oui, alors par exemple, magie, ça demande beaucoup de préparation et j'ai l'impression que toi, tu te prépares aussi énormément. Oui, alors ça, c'est le genre de document de choses que je lis. Alors d'une part, c'est passionnant, hein, Houdini, tout le monde connaît plus ou moins, et puis mais en fait, on connaît que comme ça, en fait, sans en savoir plus. Donc, c'est pour moi l'occasion déjà d'assouvir quelque part des envies de connaître un peu mieux des époques, des personnages. Mais oui, je me suis bien renseigné sur le sujet parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et je dis toujours, on écrit des livres par rapport à des sujets qui nous intéressent. Donc ça, c'était vachement intéressant. Et puis moi, ça m'a toujours interpellé de la même manière dont on peut se demander comment on crée un livre, comment on écrit, comment ça naît. Je me suis posé les mêmes questions sur la magie, comment on accède à des secrets, comment on devient magicien, puisque par définition c'est secret, comment tout ça se véhicule.
Donc, je me suis rapproché de vrais magiciens qui ont bien voulu, qui ont eu la gentillesse de me partager. Puis, j'ai un peu pratiqué. J'avais mis des petits tours sur Instagram pendant le confinement. D'ailleurs, c'était le confinement dernier, en 2020, des petits tours de cartes et tout, parce que j'ai pratiqué, quoi, en fait, pour voir comment ça fonctionnait. Donc, c'était vraiment super intéressant. Et après, il y a d'autres sujets autour de la magie qui sont dans le roman. Je peux pas les énoncer parce que ça révèle, en fait. Ouais. Mais voilà, et c'est toujours vraiment intéressant d'avoir une base comme ça, dont je sais qu'elle va intéresser les lecteurs. Et tout à l'heure, Fredo et Asma te traitaient de romagicien. C'est assez joli, je trouve. Oui. Ah bah ça, c'est Fredo là, qui oui. Oui, bah ça fait longtemps qu'il m'avait énoncé ce terme, et ça me plaît beaucoup. Et bah c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait là, je l'ai vraiment vu là, c'est-à-dire ce parallèle entre le romancier et le magicien qui réalise des tours. Quelque part, on réalise aussi des tours de magie, et quand ils sont bien faits, il y a la révélation finale qui est celle de l'apparition du lapin dans le chapeau, et c'est pareil dans un roman, c'est-à-dire pour avoir le même effet magique, il faut que tout soit bien préparé en amont, et parfois on réussit, d'autres fois un peu moins bien, mais en tout cas on essaye, quoi. Est-ce que tu as beaucoup de lecteurs en salon du livre, ou en ce moment plutôt par les réseaux sociaux, qui t'écrivent un peu exaltés, comme je le fais d'ailleurs à la fin de tes livres, en disant mais tu m'as rendu dingue, c'est fou. Ouais, oui, c'est un peu cette hystérie des lecteurs à la fin de tes bouquins. Des questions sur des indices, parce que tes livres ils sont aussi plein d'indices. Et donc est-ce qu'il y en a qui essayent de te joindre effectivement pour savoir s'ils ont bien compris ou? Oui. Ah bah ça les interpelle. De pas avoir des réponses, c'est toujours frustrant, hein. C'est comme encore une fois, c'est pareil que le tour de magie, c'est-à-dire on aimerait bien savoir comment ça fonctionne. Et parfois personne n'a la réponse, parce que alors ils arrivent à trouver des réponses qui sont dans les livres, et parce que certains lecteurs les découvrent, donc il y a des partages comme ça, et je trouve ça passionnant et génial d'avoir cette curiosité. Ça fait un peu de chasse au trésor, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure de ce jeu. Moi, je sais que les romans vont susciter ça, donc de plus en plus, je m'amuse à cacher des choses. Alors moins dans les charcots, encore une fois, mais plus dans les autres, parce que je sais qu'il va y avoir un effet chasse au trésor. Mais des fois, c'est très très rigolo, parce que alors parfois il y a des coquilles dans les romans. Je sais pas si quand vous lisez un livre, il reste toujours une ou deux fautes d'orthographe ou des trucs comme ça, parce on les traque au maximum, mais il reste toujours. Et dans, je crois que c'est dans le manuscrit inachevé où il était deux fois, il y a une erreur de prénom. Je crois que c'est dans il était deux fois, où c'est ce qu'on appelle, c'est une coquille, c'est-à-dire moi je l'appelais Paul et j'aurais dû appeler un autre personnage. Ce qui est super rigolo, parce que les gens pensent que je l'ai fait exprès, en fait. Ils se disent ah ouais, mais c'est Gabriel qui est là et c'est marqué Paul, donc il y a un truc forcément. Donc en fait une erreur se transforme en. Mais j'allais dire, est-ce que toi-même tu as réponse à toutes les questions? Non, pas. Enfin, c'est si on m'avait dit à la fin du manuscrit inachevé, alors si à la fin du manuscrit inachevé, il y a vraiment la réponse dedans, en fait. Mais j'ai pas toujours les réponses à tout. Les histoires de palindrome, par exemple, dans le manuscrit inachevé, puis qu'on revoit dans les deux fois. Donc ces mots qu'on peut lire à l'endroit et à l'envers, qu'utilisent qui reviennent de manière récurrente dans le livre. Il y a des gens qui se sont dit, puisque ça existe, et en plus ils étaient soulignés dans le manuscrit inachevé, les gens se sont dit, mais s'ils les soulignent, c'est qu'il y a une raison qu'il faut comprendre, en fait. Et donc c'est arrivé qu'à certaines dédicaces, parce qu'en fait le manuscrit inachevé, on pouvait encore faire des dédicaces, c'était avant, puisque c'est Il était deux fois qui est sorti pendant. Il était deux fois qui est sorti, ouais. Mais il y a des gens qui venaient avec des feuilles comme ça, remplies de notes et de théories et de trucs de fou. Je me disais, mais j'avais presque honte de dire, mais non, il y a rien. En fait, il y a rien à chercher, quoi. Et tout à l'heure, on parlait de Marc Chaube, avec qui tu aimes bien jouer aux échecs, et lui, il fait des fiches de lecture, souvent pour tes bouquins ou pour d'autres bouquins, et du coup,
c'est un peu flippant parce qu'on dit on peut pas se rater, quoi. Enfin. Je sais pas d'ailleurs ce qui est le plus compliqué à comprendre, si c'est les fiches de lecture de Marc ou si c'est les schémas. Ouais, mais je trouve ça super. Enfin voilà, c'est une belle récompense quand on voit qu'il y a une implication des lecteurs. C'est ce que je disais, c'est-à-dire il y a l'histoire qu'on raconte, et après il y a le livre, il y a le prolongement du livre, c'est-à-dire l'histoire. Et ça, je le dis souvent dans mes livres. L'histoire ne s'arrête pas quand le livre est refermé, c'est-à-dire que le livre, l'histoire s'arrête, mais elle continue à vivre en fait. Et ça, j'essaye vraiment, justement par ces interrogations, par ces forums qui se créent entre les lecteurs, de dire ben voilà, il y a des indices, des trucs comme ça. Ça continue à faire exister le livre. C'est-à-dire que le livre, si on parle de création, c'est pas juste l'objet qu'on referme. Ça va au-delà et il continue à exister une fois refermé en fait. Et ça, c'est vrai que t'es l'un des rares, je trouve, à nous faire encore réfléchir après avoir terminé le livre. Et juste pour l'anecdote, cette semaine, là, en préparation de l'apéro, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur le blog pour me demander où trouver le chapitre 57, je crois, qui était dans Rêver, c'est ça? Ah oui, Rêver, ouais, il y avait ça. Même des années après, les gens cherchent encore. Les gens cherchent encore. Après, il y a un beau truc aussi, c'est avec Vertige. Parce que Vertige, c'est pareil, c'est encore aujourd'hui, il y a des gens qui pas qui cherchent, mais qui se rendent compte qu'il y a un truc. Vertige, c'est une phrase. Il y a une phrase à un moment donné, vers la fin, c'est 5 mots qui renversent le livre en fait. Mais ça peut passer complètement inaperçu. C'est-à-dire que si on le voit pas. Sinon, ça rend fou. C'est l'un ou l'autre en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire si on le voit pas, le livre en fait se suffit à lui-même. En lui-même, voilà, on a lu le livre. Mais après, il y a les gens qui voient ce truc-là, qui est en fait la réponse, la vraie réponse qui est la mienne. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a que quelques personnes qui le voient et qui accèdent finalement à la vérité du livre. Et s'il y a oui, c'est un peu le Graal, c'est un peu le Easter egg, c'est-à-dire la récompense. Mais après, si 95% des gens le voient pas, ils ont leur propre fin qui marche en fait. Comme dans le manuscrit inachevé, les gens ont leur propre fin, sauf qu'en fait, la vraie fin, elle est écrite quelque part, elle est cachée. Et moi, j'adore cette idée de chasse au trésor et d'avoir les réponses dans les livres, mais il faut aller un peu creuser. C'est comme un peu les films de Christopher Nolan avec Inception ou Tenet, si vous l'avez vu. Ouais. C'est-à-dire, on peut le voir une première fois, puis après on peut le revoir 5 fois en ayant toujours des perceptions différentes. Toujours rien, hein. Oui, c'est ça. Moi, j'espère qu'on comprend mes livres. Mais... Et alors moi, je veux rebondir justement sur ces livres qui restent, qui marquent. Il faut qu'on parle de Pandémia quand même, qui a eu une nouvelle vie de nouveau l'année dernière avec la pandémie, le Covid-19, le confinement. C'était incroyable. On avait l'impression que... Ouais. Alors c'est incroyable parce que j'ai jamais eu autant d'appels de journalistes chez moi en plein confinement. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils me font? Ils m'appellent tous. Oui, parce qu'en fait, il y a cette chose incroyable qui fait que les gens alors moi j'avais écrit le livre qui parle d'une pandémie dans laquelle il y a beaucoup de points communs avec le Covid, parce qu'en fait ça m'a poussé à réfléchir un peu plus sur ce que j'écrivais et à bien différencier en fait ce qu'est un auteur de fiction et de science-fiction. Finalement, un auteur de fiction, c'est de polar aussi notamment, c'est de prendre le monde dans lequel on vit et puis de dire voilà, dans ce monde dans lequel on vit, il y a des événements qui se produisent et qui peuvent se produire avec les technologies d'aujourd'hui et puis avec les gens d'aujourd'hui. Donc, quand on écrit une histoire, nous, ce qu'on fait, les romanciers, on se dit qu'est-ce qui se passerait si, voilà. Et c'est-à-dire, on prend le monde d'aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qui se passerait s'il se passait ceci, s'il se passait cela. Et moi, en fait, ce que j'ai simplement fait à l'époque, entre guillemets, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si un virus inconnu arrivait dans le monde d'aujourd'hui, qui est le nôtre, en 2000, alors c'était à l'époque en 2015, mais c'est pareil. Et j'ai écrit ce livre, mais en me basant, en fait, sur des choses connues. C'est-à-dire des pandémies, il y en a eu à toutes les époques, donc il y en a tout le temps, en fait. Enfin, tout le temps, il y en a qui balayent les siècles, il y en a 2, 3 par siècle, hein. Et donc, de se dire, voilà, une pandémie, ça peut arriver n'importe quand. De me documenter, parce que la documentation existe, auprès des chercheurs, il y a des plans qui existent. S'il y a un virus qui arrive, on fait ceci, on fait cela. Et donc, finalement, quand effectivement la pandémie arrive 5 ans plus tard,
finalement, comme je me suis basé sur des éléments qui existaient à l'époque, on a l'impression que le roman, c'est de la science-fiction qui s'est réalisée. Ouais, sauf qu'en fait, c'était pas de la science-fiction, c'était de la réalité de l'époque, d'un événement qui pouvait se produire. C'est comme si on disait, qu'est-ce qui se passerait s'il y a une météorite qui s'écrasait sur New York, quoi. Enfin, là, Franck, je crois. oui, après, c'est ça. C'est-à-dire qu'on m'a dit de faire attention au sujet que j'ai choisi. Si tu l'as pas, il porte pas malheur. Mais c'est comme les oiseaux qui tombent dans Il était deux fois. Au début du livre, il y a des oiseaux qui chutent comme ça, qui tombent dans le ciel comme une pluie. Mais ça existe aussi. C'est des choses qui se produisent. Donc, c'est de prendre des événements comme ça. Et ce qui était intéressant à Pandémia, c'est que les gens ont lu des histoires de virus en pleine pandémie, alors qu'on aurait plutôt tendance à dire, mais pourquoi vous faites ça? Vous avez encore plus envie d'angoisser. Il y a Isabelle qui dit qu'elle l'a lu en 3 jours en début d'épidémie et que c'était pas très rassurant. Oui. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on avait l'impression que tu avais 2 actus l'an dernier. Tu avais Il était deux fois, que tu avais Pandémia qui ressortait. Il y a plein de lecteurs qui t'ont découvert via Pandémia parce qu'on en parlait partout. Ouais. Mais complètement. Donc c'était bon, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de pandémie, hein, pour tout vous dire, parce que voilà, c'est. Mais en tout cas, pourquoi les gens lisent ça et que finalement ils le lisent même en pleine pandémie, c'est parce qu'encore une fois, c'est 2 peurs différentes. C'est-à-dire que c'est pareil. Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi les gens lisent des thrillers. Donc forcément, j'ai essayé d'avoir les réponses. Parce qu'en fait, on aime bien se confronter à la peur quand il y a quelque chose d'agréable derrière. C'est-à-dire, c'est quand on lit des livres, ou quand on regarde des films d'horreur, ou quand on va dans des montagnes russes, c'est parce qu'on est en sécurité. Donc en fait, c'est une peur plaisir. On se donne le frisson absolu, mais on sait qu'on ne craint rien. Et ça, c'est très jouissif parce que ça libère des hormones, etc. Et puis ça nous fait du bien et on adore ça. Sauf qu'en fait, ça, c'est Pandémia. Quand on le lit, on ressent cette peur-là qui est du plaisir. Et le Covid, lui, c'est une peur très différente. C'est-à-dire, c'est la vraie peur instinctive de mourir, qui elle est bien réelle, et celle-là est très désagréable. On fait tout pour l'éviter. Peur instinctive, c'est-à-dire, moi, je prends cette image pour différencier ces 2 peurs, c'est le saut à l'élastique. Vous faites exactement la même chose avec l'élastique et sans l'élastique. Vous allez voir à quelle peur associée à quelle. Et le résultat n'est pas le même. Non. Est-ce qu'on a le temps de lire l'extrait du coup? Il était deux fois? Allez. Ouais. On y est. Oui. Qui lit? Alors c'est vous ou c'est moi? Mais tu veux qu'on lise, Franck? Comme tu veux. Ouais, allez-y. Ça a été apprécié tout à l'heure que tu lises. Allez, je lis alors. Bah ouais, les lecteurs, ils aiment bien quand c'est les auteurs qui lisent. Alors. Tu te souviens de la page? Ouais, c'est bon? Ouais, j'avais noté la page. Ah ouais, c'est une fin c'est il déverrouilla, c'est là. Voilà, c'est une fin de chapitre et un début de chapitre. Ouais. Alors c'est au début, hein. Il déverrouilla la porte. Alors, il déverrouilla la porte et entra dans la 29. Vide, lit fait, rideau tiré. Ça sentait les produits d'entretien et la bombe désodorisante. Il traversa la pièce, s'approcha de la fenêtre, la falaise. En contrebas, les impacts sombres et rouges des volatiles. Il avait été pile à cette place la veille avant de s'endormir et en avait la certitude. Il s'était assis sur le matelas avec le registre et avait noté scrupuleusement les identités des clients dans son carnet. Il jeta un œil sous le lit, puis dans le tiroir de la table de chevet, au cas où la femme de ménage aurait rangé ses affaires. Où était ce fichu carnet? Son uniforme de gendarme? Qu'avait-il fait de ses rangers? Lorsqu'il fit le tour de la salle d'eau, le reflet qu'il vit dans le miroir lui fit l'effet d'une gifle. Ce n'était pas lui. Alors, fin de chapitre d'accroche, hein, évidemment. Rivé au miroir, Gabriel était tétanisé face à son double. Si, c'était bien lui, mais un lui différent. Le crâne complètement rasé, un bouc poivre et sel, des pas de doigts au coin des yeux et 3 barres au niveau du front. Il plaqua les mains sur ses joues, ses doigts glissèrent jusqu'à son menton où la peau se détendait légèrement, jusqu'à sa gorge tapissée de poils épars d'un gris brillant. Lui, en beaucoup plus vieux. Il se sentit vaciller, s'agrippa au lavabo pour ne pas tomber. Il n'avait jamais vu le pull en laine bleu foncé qui l'enveloppait. Son jean avait changé de coupe. Son corps était plus sec, plus effilé, avec les os de la clavicule saillants
et des tendons visibles au niveau du cou. Il s'éloigna à reculons, sonnait, et eut le réflexe absurde de chercher ses cheveux dans la poubelle ou la bombe de la douche. Où s'était-il rasé le crâne? Pourquoi? Qu'était-il arrivé à son corps? Il ne put s'empêcher de s'approcher de nouveau de la glace, tira sur ses traits pour en chasser les rides. Ses yeux en amande, cette bouche aux lèvres d'un rose pâle étaient les siens. Il ne rêvait pas, c'était trop réaliste, il avait conscience de tout. Il était parfaitement réveillé, et cet homme dont il affrontait le regard, c'était lui. On n'en dira pas plus. Suspense insoutenable. Alors là, il se réveille 12 ans plus tard, hein, c'est ça, Franck? Oui, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, on est vraiment en plein dedans. Il se réveille 12 ans plus tard. Il pense être, il se reconnaît pas en fait parce que pour lui, il a encore la tête d'il y a 12 ans. Donc c'est comme ça que ça débute et c'est vrai que ça, c'est important d'avoir de rechercher des accroches comme ça dans ce genre de livre. Moi, j'aime beaucoup. Et je sais que les lecteurs apprécient parce que ça soulève tout un tas d'interrogations qui font qu'on se dit, voilà, il va se passer beaucoup de choses. Et en fait, c'est une promesse, c'est la promesse d'une belle histoire. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, je pense, moi-même et mes camarades et moi-même quand on écrit ce genre de livre. Tout à l'heure, je crois qu'il y a David qui disait, est-ce que quand tu as fait un bond là de 12 ans pour Il était deux fois, ça t'a donné l'idée de 1991 ou est-ce que ça n'a aucun rapport? Non, il n'y a pas vraiment de rapport. Alors, c'était déjà très rigolo parce que déjà, le bond de 12 ans, il y avait un vrai... il y avait un beau saut technologique, mais il y avait quand même des portables à l'époque, il y avait Internet déjà. Mais j'avais vraiment senti déjà un espèce de gouffre sur 12 ans, pour la rapidité des informations, etc. Mais il n'y avait pas un tel saut technologique. Mais quand même, en 12 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou énorme. Alors c'est vrai que quand je me suis dit 91, alors là là il y a le vrai, il y a le vrai saut dans le temps et là on est vraiment ailleurs en fait dans 1991. Alors tout à l'heure Bruno a regardé Qui se coule, c'est 1988. C'est encore plus. Ah oui, c'est encore plus vieux. Ah bah ouais, je voyais ça plus tard, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Alors moi je voulais juste donner pour notre petit jeu pour gagner, il était deux fois en édition Pocket. Donc, on vous avait demandé d'envoyer des photos de vous en 1991. Et du coup, on a choisi la photo de Rebecca du blog Les Bibliothèques de Reb. Voilà. Donc, c'est toi qui. Elle est là, Rebecca. C'est toi qui gagne le livre de Franck. Bravo, Rebecca. Voilà, bravo, Rebecca. Et du coup, on est presque arrivé à la fin de la rencontre. Je voulais juste savoir comment ça se passait pour toi est-ce que ça y est, t'as des dates de programmer, des salons de programmer? Alors, on croise les doigts pour Quai du Polar. Est-ce que tu arrives un petit peu en petite librairie à faire quelques petites rencontres ou est-ce que tu as beaucoup plus, justement, de lecteurs qui te sollicitent sur les réseaux sociaux pour te parler? Comment tu vis un peu cette période? Oui. Alors là, j'ai des vraies rencontres. Alors, l'année dernière, ça avait été complètement annulé, hein, évidemment. Là, je fais quand même une tournée en librairie qui commence cette semaine. Alors là, je vais dans le nord, enfin dans ma région, à Langness, près de Saint-Omer, mercredi. Et après, oui, je fais quelques librairies sur mai-juin. Voilà, on essaye de redonner quand même un peu de vie aux rencontres. Alors évidemment, ça va être très particulier parce que il y a toutes les conditions qu'on connaît, mais les librairies s'organisent pour qu'on puisse le faire. Donc ça va être un plaisir, même si ce sera un peu différent, hein, parce que il y a les masques, enfin il y a distanciation, tout ça. Mais voilà, c'est important quelque part de montrer que ça redémarre doucement, mais que la vie culturelle est toujours là. Et c'est vrai que Quai du Polar, par contre, ça va être le premier grand salon, hein, mais ça marque vraiment c'est le premier grand salon depuis je sais pas quand, donc ça marque le redémarrage. Donc si ça se passe bien, ce qu'on espère, et j'ai aucun doute là-dessus, voilà, je pense que ce sera un beau marqueur de se dire que après les grandes vacances, on pourra peut-être retrouver un semblant plus qu'un semblant de ce qu'on a vécu avant, puisqu'il y aura quand même beaucoup de gens vaccinés et que voilà, donc ça va revenir, mais c'est vrai que
le temps est long, mais on va retrouver tout ça prochainement. On nous le souhaite à tous, aux lecteurs, aux auteurs, à tout le monde. C'est vrai que là, le monde du livre, on a tous envie de se retrouver au détour des salons, des rencontres, des dédicaces. Hein. Ça nous manque à tous. En tout cas, ton livre, enfin tes 2 livres, du coup, enfin tous tes livres d'ailleurs, sont en librairie. Je crois que 1991 fait un super démarrage. On en parle partout. Oui, c'est vrai, ça démarre bien. Bah, je suis heureux de voir que les lecteurs sont au rendez-vous et ça fait plaisir. Donc d'avoir cette fidélité et puis voilà. Oui, parce que c'est un rendez-vous annuel que tu nous offres en fait. Oui, c'est un vrai rendez-vous. Il y a une attente, je le vois à chaque fois sur les réseaux, ça monte. Donc voilà, j'essaye d'être au rendez-vous. Finalement, le confinement, alors c'était terrible, mais ça libérait beaucoup de temps. Voilà, il fallait s'occuper. Donc c'est bien, ça a bien avancé dans l'écriture. Et ça veut dire que là, tu es sur un nouveau projet, Franck? On en a même oui. Je suis en plein dedans. Donc un one shot. Alors je vais pas en dire plus. Je vais garder le suspense. Mais ça avance bien et puis il va être bien tordu, bien sympa comme d'habitude. C'est ça, j'allais dire comme d'habitude. Oui, c'est ça. On va pas changer une équipe qui gagne. Oui, il faut se creuser la tête, mais voilà. Ouais. Toi, tu fais des plans depuis le départ, Franck. Ça veut dire que quand t'écris, tu connais la fin ou tu te laisses aussi un peu porter? Bon, les deux. Alors je sais vers quoi je vais. Je connais un peu le but du livre, mais après oui, au fur et à mesure de l'écriture, j'essaie de me rapprocher de cette fin que j'ai imaginée, mais parfois ça dérive. Donc oui, l'écriture porte à 70%, enfin 30%. Il y a 50-70% de préparation, puis après le reste c'est un peu de l'intuition et puis de feeling quoi lors de l'écriture. Ouais. Cette heure est passée super vite avec toi. On va faire une petite photo de fin et on va juste en profiter pour vous dire que le prochain apéro des carreaux, ça sera mercredi 19 mai avec Baptiste Beaulieu et on fêtera les 1 an de l'apéro des carreaux. Voilà, donc il y aura plein de surprises. Il y a plein de surprises et on a un concours en cours. On a déjà beaucoup de participants, mais n'hésitez pas, vous pouvez gagner des livres, encore des livres. Donc on sait que tout le monde en a envie. Oui, et puis merci à vous, franchement, parce que c'est bravo de proposer ça aux lecteurs, à tout le monde. C'est un bel événement culturel et ça fait du bien à tout le monde. Donc bravo pour l'organisation et merci. Ouais, c'est gentil. C'est vrai qu'on avait fait ça au début du premier confinement parce que tout ça nous manquait et puis on pensait pas, tu vois, 1 an après qu'on serait toujours là, mais bon. Ouais, c'est un bon rendez-vous. C'est un petit rendez-vous sympa. Ouais. Ça permet de garder le lien avec les auteurs, avec vous et de se voir, même si on se voit pas physiquement, on se voit au moins sur nos ordinateurs. Ouais, c'est un grand bonheur de pouvoir poser toutes les questions qu'on a envie de poser. Même en salon, finalement, quand on se voit, on n'a pas le temps de parler. Oui, c'est ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, du coup, je fais une copie de tous les commentaires dans le chat, Franck, qu'on t'enverra. Comme ça, tu pourras les regarder tranquillement. Ah, ok, merci. Parce qu'évidemment, super. On n'a pas pu relayer il y a 27 pages, donc tu... Je vais pouvoir écrire un livre. Donc, on fait une petite photo de fin. Si vous avez un des bouquins de Franck, on va faire une petite photo. Adrien. Moi, je peux pas, ça marche pas. Alors, un plus grand sourire, Super, excellent. C'est bon? En tout cas, mille merci, Franck. C'était un bonheur de t'avoir avec nous pendant cette heure qui est passée trop vite. Merci, c'était un gros plaisir. Merci beaucoup. Et puis, merci Franck, merci Caro. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne soirée à tous. Bye. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée. Et le replay sera disponible. Au revoir. Bonne soirée à tous. Salut Caro, bonne soirée. Salut Caro. Et gros bisous, j'en profite à Sandrine et Jenny qui m'ont aidé à choisir les extraits. Donc merci les filles. Plaisir. À plusieurs. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.